Bienvenue dans ce nouvel épisode avec aujourd'hui un invité qui s'appelle Ludovic Boucard et qui se fait aussi appeler le chaman urbain. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bienvenue, cher chaman. C'est vrai que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'image, le poncif habituel, c'est de se dire il va arriver avec des plumes, des tambours, mais pas du tout, hein, chemise noire, très classique. L'habit ne fait pas le moine. Le chaman, pour nous, pour les gens comme moi qui n'ont pas de connaissance de cet univers-là, c'est vrai qu'on se dit, c'est en Amazonie, quoi, à l'autre bout du monde. Il faut savoir que l'origine du mot chaman vient plutôt de Sibérie. Ok, donc déjà plus proche. Ça vient d'un dialecte indo-européen du nord de l'Europe, qui a finalement descendu en Russie, puis qui s'est transmis en Europe de l'Ouest, en Occident. Et maintenant, tout ce que l'on appelle chaman, finalement, ce sont plutôt des personnes qui vont être des guérisseurs, des sachants, des gens qui sont dans le lien avec le monde des vivants et le monde des esprits, des hommes médecine, hommes ou femmes médecine. Et donc on a maintenant, sous le mot chaman, recouvert toute la planète. Mais ce mot, à l'origine, est un mot qui vient du nord de l'Europe. Toi, le contact avec les morts, c'est pas quelque chose qui te paraît étrange? Non, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, mais depuis aussi loin que je puisse m'en rappeler, donc c'est-à-dire vers 2 ou 3 ans. Ah oui, donc quelque chose d'ancré, hein, vraiment. C'est quelque chose d'ancré en moi, et j'ai cru très longtemps, quand j'étais enfant, je me rappelle de cette chambre d'enfant qui était au-dessus de chez ma grand-mère, que les entités, donc les fantômes, les personnes décédées que je croisais, les esprits, on appelle ça un peu comme on veut, étaient juste réels et faisaient partie du monde normal pour tout le monde. C'est que en grandissant que je me suis rendu compte que ce que je voyais, ce avec quoi j'interagissais, n'était pas le cas de tout le monde. Si on va dans d'autres latitudes, les gens parlent avec des esprits, remercient des esprits, les invoquent, leur construisent des temples, etc. Un peu moins chez nous, en particulier, je pense aussi à cause d'une culture judéo-chrétienne et du poids que l'Église a pris sur 2000 ans. Mais depuis ma plus tendre enfance, communiquer avec le monde invisible est pour moi quelque chose de naturel, d'organique. Alors Ludovic, on va un petit peu rentrer dans le quotidien aujourd'hui, hein, là on est en 2024 de ta vie, puisque en fait c'est une activité que tu pratiques même professionnellement, le chamanisme, mais pas que. Mais pas que. En fait, je me suis résumé, ou plutôt les gens m'ont résumé en tant que chaman, parce que ça recouvre à peu près toute la palette de choses que je fais. Alors, si je peux juste expliquer en 2 mots ce que je fais, comme ça les gens comprendront plus facilement. Donc moi, j'ai un aspect plutôt de conseiller. Donc je vais conseiller les gens de manière, je dirais, spirituelle, mais plutôt aussi largement dans leur vie, dans leur santé, les habitudes à avoir pour eux, chez eux, à la maison ou dans leur travail. Donc il y a une partie conseiller, il y a une partie plutôt guérisseur. C'est un don que j'ai naturellement depuis longtemps. Il y a aussi une belle histoire à comment je l'ai découvert, si on a le temps, on en parlera peut-être. Donc j'ai le pouvoir, entre guillemets, de guérir les gens, de soigner les gens en travaillant sur leur système énergétique, avec beaucoup de réalisations. Donc moi, je suis un homme de preuve, j'ai un parcours plutôt scientifique. Donc moi, je crois en la preuve. Donc si je n'ai pas quelque chose de physique qui se matérialise suite à mon travail, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Suite à toutes ces preuves, je me dis, ok, j'ai cette capacité de modifier le système énergétique des gens ou d'un lieu et qui va impacter le physique. Et puis, l'autre partie, c'est le côté justement s'occuper des lieux. Donc, dans la tradition, le chaman va choisir là où on va poser le campement, là où on va construire le temple, là où on va planter les semences pour faire la prochaine récolte. Donc, moi, j'ai cette capacité-là de sentir aussi les énergies du sol, des lieux, et donc de pouvoir guider quelqu'un dans la construction de sa maison, l'aménagement de son appartement, de son atelier, de son usine. Même si tu parles de soigner, on est d'accord qu'une personne qui viendrait te voir avec une maladie grave, une affection qu'on pourrait appeler à longue durée, il y en a plusieurs, mais il y en a une à laquelle on peut très vite penser, qui est le cancer notamment. C'est important de le dire, on ne déconseille pas d'aller voir son médecin, on ne dit pas à quelqu'un d'arrêter son traitement comme ça du jour au lendemain. Consulte ton médecin, prends tes médicaments, fais les examens. Donc si je me casse une jambe, je vais faire une radio. Je vais attendre les résultats du radiologue. Et si on doit me mettre un plâtre, je vais me mettre un plâtre pendant 6 semaines, même si c'est embêtant. Je vais pas me réparer ma jambe cassée en méditant. Ça marche pas. Alors peut-être qu'en méditant, je vais pas rester 6 semaines dans le plâtre, mais peut-être 5 semaines. C'est possible. Mais j'ai quand même besoin d'un plâtre. Et si j'ai une maladie beaucoup plus grave comme un cancer, par exemple, moi j'ai plein de gens comme ça que j'accompagnais lors de cancer. On voit qu'il y a un véritable changement dans l'état de santé général, dans le côté psychologique, le moral aussi qui est là, dans les effets secondaires qui sont moins impactants. Et ça, j'ai plein de preuves, et les médecins souvent ne comprennent pas, ou quand la personne avec laquelle je travaille explique, je ne sais pas, mais effectivement, statistiquement, vous êtes différent des autres personnes. Il y a une réaction différente qui se passe. Et maintenant, il y a des universités comme Harvard, par exemple, donc c'est quand même pas la moindre des universités, qui a fait des études à propos de ça, en faisant venir des guérisseurs amérindiens dans leurs hôpitaux, et on a vu que les gens récupéraient plus vite,
que les greffes, par exemple, avaient un meilleur taux de reprise, que les gens sortaient plus vite de l'hôpital, etc., etc. Donc, il faut pas dissocier les deux. Il y a la médecine moderne, on a la chance de l'avoir, il faut l'utiliser. Il faut pas en être esclave, mais il faut l'utiliser. On a des gens extraordinaires dans les soignants, dans les médecins, les professeurs, etc. Par contre, dans notre société occidentale, on a un défaut, c'est qu'on a rejeté le côté spirituel, le côté magique. Que si je suis malade, j'utilise la médecine moderne et je la complète avec un suivi qualitatif magique, entre guillemets, là, je gagne des points. Je guéris plus vite, je vais mieux, j'ai moins de séquelles. Voire, moi, dans ma pratique, ce que je préfère, c'est aussi être en amont. Donc, dire à quelqu'un, potentiellement, il y a un problème, souvent dans telle partie du corps ou tel organe, va faire un examen, va voir ton médecin. Ouais. Et si j'ai pu mettre le doigt avant que la maladie devienne grave et qu'on puisse l'opérer, la traiter simplement par une prise de médicaments ou autre, j'ai aussi gagné mon pari. Et j'ai plein d'histoires comme ça de gens qui sont venus me voir, où je leur ai pointé un organe dans leur corps, à analyse faite, ils avaient un problème, mais ils ont pu se faire prendre à temps. Et on doit éviter de prendre des substances hallucinogènes pour soi-disant découvrir des dons, des facultés ou voir des mondes parallèles. Parce que ça aussi, c'est une problématique dans la vie d'aujourd'hui. C'est les gens qui prennent des substances comme l'ayahuasca, j'arrive jamais à le prononcer. Mais l'ayahuasca, on peut en parler en quelques minutes parce que tu fais bien de le soulever. L'ayahuasca, on va parler ici d'un produit hallucinogène qui est aussi vendu illégalement. Donc, c'est un fait. L'ayahuasca, c'est un produit qui est utilisé en Amérique du Sud, en Amazonie notamment, qui est prodigué comme étant un espèce d'éveil à son monde intérieur, sa vraie nature. Et c'est fait avec des chamans dans des forêts, dans des lieux reculés. Des gens qui se prétendent chamans. Moi, j'ai rencontré des jeunes femmes qui sont justement parties comme ça en Amazonie, une semaine, quand même en plus à des prix plutôt exorbitants pour se faire une semaine avec un pseudo-chaman prendre cette substance et qui sont revenus carrément dézingués et violés. Qu'est-ce qui vous dit que le gars qui va vous recevoir à l'aéroport est un chaman? Rien. Et aujourd'hui, et même si on va dans une culture plus exotique, on va se dire ah oui mais alors ils savent mieux que nous. Non, il y a aussi un business autour de ça. En Europe, mais aussi, voilà, surtout en Amérique latine. Donc, il faut être très, très prudent. Et toute substance hallucinogène, pour moi, est à bannir, mais même l'alcool à trop forte dose. On doit rester maître de son esprit et c'est la meilleure façon de s'éveiller. On va pas parler de l'ayahuasca tout du long, mais c'est clairement pas à prendre à la légère. C'est pas à prendre du tout et c'est des choses j'ai envie de dire, à bannir. Et si vous avez des gens autour de vous qui vous disent qu'ils vont partir faire un trip comme ça, ou maintenant on en trouve en Europe, qui vont faire un petit stage, une petite retraite où on va leur en fournir au sud du Portugal, vous évitez, quoi. Vous ne prenez pas ce genre de choses. Il y a moyen de s'éveiller spirituellement et de faire des expériences mais extraordinaires en étant à jeun. Allez, on va essayer de faire ça aujourd'hui, en tout cas d'échanger sur ça. Et nous, on n'a pas bu, si ce n'est un peu de café. Et donc Ludovic, on parlait justement de cet éveil à ce monde, à l'au-delà, aux esprits, à ceux qui sont plus là. Il y en a partout autour de nous, où qu'on soit. Moi, j'ai grandi sur un cimetière, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait un grand cimetière derrière la maison. Et donc, on sait qu'il y avait aussi, là où les maisons sont bâties, des tombes. Et j'ai toujours trouvé ça assez fascinant, parce que c'est beau d'abord. Moi, j'étais dans ma chambre au grenier le soir, je trouvais que c'était très beau. Il y a des belles lumières, c'est magnifique. J'ai jamais vécu quelque chose d'horrible alors que j'étais clairement sur des personnes décédées. Bon, alors après des fantômes vraiment nauséabonds, négatifs, c'est quand même plutôt rare. Parce que bon, de toute façon, un fantôme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est mort, qui est pas tout à fait parti, donc qui est en partie présent dans le monde subtil autour de nous. On a la chance de vivre dans un monde quand même humain où il y a très peu de gens vraiment horribles, méchants, dégueulasses. La proportion est la même chez les morts finalement. Ce qui peut parfois être dérangeant, c'est justement le sentiment d'avoir une présence, de ressentir un courant d'air, un chaud, un froid. Et là, ça peut être dérangeant, surtout chez les jeunes enfants. Moi, souvent, quand je suis appelé dans des maisons, c'est parce que les enfants ne dorment pas, parce que les enfants ont peur du fameux monstre dans le placard, qui en fait souvent est une entité, donc un humain décédé. Oui. Ça peut être je dis oui comme si j'étais calée sur la question, pas du tout, mais je visualise bien ce que tu nous racontes. Ça peut être dérangeant. Après, est-ce que c'est vraiment dangereux? Non. À quelques exceptions près, peut-être. Et après, on est aussi vraiment nourri de tous ces films depuis 20 ou 30 ans, de films d'horreur et autres. Le cinéma a nourri notre imaginaire. Ça, forcément, ça nourrit notre imaginaire, ça peut ouvrir des chemins vers la peur ou autre. Maintenant, dormir sur un cimetière ou habiter sur un cimetière, bon, objectivement, moi, je vous le recommande pas, parce que j'ai quelques expériences comme ça chez des gens chez qui je suis allé, c'est moyen, quoi. C'est vrai? Eh ben, écoute, 16 ans, voilà. Ok. 16 ans sur un cimetière. J'imagine que j'ai dû passer à travers le couloir. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant. On se dit, si il y a des présences, des ondes, des énergies, elles ont forcément traversé ma vie, du coup.
Forcément, il y a forcément eu un écho avec toi, avec ta maison, tes parents. Alors après, on peut aussi parfois avoir affaire à de gentils fantômes, comme j'aime le dire, oui, c'est où on a justement une entité qui va plutôt être une entité gardienne du lieu, quoi. Moi, j'ai grandi dans une maison comme ça où l'ancien propriétaire était encore là et on sentait sa présence. On l'entendait marcher sur la cour de la maison. On sentait sa cigarette alors que personne ne fumait dans la famille. J'avais 10-12 ans. J'ai décrit quelqu'un dans la cour à mes parents. Ma mère a sorti une photo en noir et blanc. Elle m'a dit, sur la photo, il y avait 3 hommes. Elle m'a dit, est-ce que tu reconnais quelqu'un? Je dis, bah oui, ce monsieur. Elle me dit, bah ça, c'est Dominique qui était le propriétaire de cette maison avant qu'on la rachète. Ah oui, et donc Dominique était toujours présent dans la maison parce qu'il avait connu ma mère, souvent, donc ils avaient un lien affectif entre eux, et c'était son lieu, donc il le protégeait, mais c'était pas une présence nuisible, si ce n'est qu'on sentait la cigarette. Bon, c'était le côté un peu négatif. C'est étrange comme phénomène de sentir la cigarette. Il y avait cette odeur qui était là, et nous étions 3 sur 4 habitants de la maison à sentir ces odeurs. Ma sœur et ma mère les sentaient aussi. Ah oui, donc c'est pas une vue d'esprit. C'est ça, c'est ça. Et justement, ta maman, elle réagissait comment par rapport à toi quand tu disais ça? Elle se disait, mais qu'est-ce qu'il a, mon fils, il va pas bien? Ou elle était en panique? Ou elle était plutôt compréhensive? Quelque part, j'ai la chance ou la malchance d'avoir des parents qui ne se sont pas beaucoup occupés de moi. Et donc, quand j'étais livré à moi-même, j'ai un peu fait mes expériences seul. Okay. Alors bon, j'imagine que quand même, en tant qu'adulte, il regardait un petit peu... Il veillait au loin, tu veux dire? Mais ils travaillaient, c'est pour ça? Ils étaient très occupés? Non, c'est juste des parents qui sont, de mon point de vue, de mauvais parents, mais je suis pas là pour faire ma psychothérapie. Oui, mais en gros, voilà, ils n'étaient pas assez présents. Pas de parents présents ni aimants. Et donc, ils m'ont laissé faire mes trucs sans vraiment se poser de questions. Et comme je suis, de par ma nature, quelqu'un de posé, de carré, de réfléchi, j'aime la preuve. Voilà, c'est pas parce que je voyais ou je sentais la cigarette qu'il y avait un fantôme. J'ai commencé à dire, ah ok, je vois des fantômes, parce que je vois sur la photo Dominique, et que ma mère sent la cigarette, ma sœur sent la cigarette, on entend ses sabots sur la cour, et oui, effectivement, Dominique marchait en sabots. Donc ce sont ce genre de succession de preuves qui me fait dire, ah ok, je vois quelque chose. Puis je suis allé dans une autre maison, j'ai vu d'autres entités que j'ai décrites, on me les a montrées sur des photos, j'ai dit oui, c'est celui-là, où j'expliquais l'histoire, ah ben mais ça c'est le passé de un tel ou d'un tel. Et c'est par une succession de preuves que je me suis fait ma propre opinion finalement, mais toujours en restant dans les clous. Donc justement, pas de drogue, pas de rites sataniques, pas de spiritisme. Je suis toujours resté assez cadré, carré, voilà, okay. C'est ma nature. T'as rarement vu des vases voler dans les airs J'ai jamais vu ça. Moi, si je dis à quelqu'un il y a un fantôme, on voit rien. Donc au cinéma, c'est pas très vendeur. Maintenant, ce que j'ai déjà pu vivre, c'est des bruits. C'est des lampes qui s'allument, qui s'éteignent seules. C'est des objets qui tombent, mais pas devant nous. Donc j'étais dans une maison comme ça où des livres tombaient de la bibliothèque alors qu'il y avait personne. C'était pas possible autrement. Bienvenue dans le monde de Harry Potter. Pas de trucage, quoi, ça tombait. Moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est quand je rencontre une entité, par exemple, c'est qu'elle peut me raconter son histoire ou l'histoire du lieu et qu'après on peut la vérifier. Est-ce que, par exemple, moi, je peux venir te voir, parce que c'est là que j'essaie de bien comprendre ce que tu fais, oui. Et te dire, voilà, moi, j'aimerais bien rentrer en contact avec quelqu'un. Alors, moi, je fais pas tellement ça parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ma pratique, si les gens viennent me voir dans mon bureau, ce sera plutôt pour une démarche, je dirais, d'évolution personnelle. Donc, c'est régler des problèmes, c'est mieux se comprendre, c'est trouver des réponses à ces questions. On parlait de maladie, je suis pas médecin, hein, je ne suis pas psychologue, mais avec ma pratique, pouvoir accompagner des gens en parallèle, justement, de leurs autres thérapeutes, soignants, pour gagner du temps, pour aller plus vite, pour éviter des séquelles ou des récidives. Et justement, les gens qui viennent te voir et qui n'ont pas forcément une maladie, mais qui vont pas bien, généralement, c'est quoi le problème qui ressort le plus souvent? Ce qui est marrant, c'est que je fonctionne très peu par résonance, donc les gens viennent pas me voir avec les problèmes que moi j'aurais à régler, comme c'est souvent le cas de beaucoup de thérapeutes. J'ai vraiment des gens qui viennent avec toutes les questions possibles et inimaginables, de tout âge. Donc j'ai des bébés, voire encore des bébés dans le ventre de leur mère, comme des personnes très âgées. Des hommes, des femmes, des gens de toutes origines, de tous milieux sociaux. J'accompagne des mères, par exemple, quand elles sont enceintes. Notre avenir se joue déjà dans le ventre de notre maman. Ah, ça c'est sûr. Et on peut régler énormément de problèmes, ou en tout cas faciliter la vie de son enfant en prenant soin de lui dès sa conception. Et dès le premier jour, donc dès qu'il y a fécondation, il y a une vie, il y a une énergie. Et cette énergie va grandir en nous, va devenir un enfant, et va être impactée par tout ce qui se passe autour de la mère et dans la mère. Donc, choc, traumatisme, dispute, stress, nourriture, etc., etc. Comme je m'en suis rendu compte au fil de ma pratique, maintenant je propose justement un accompagnement pour les femmes enceintes. Là, j'accompagne 3 femmes enceintes pour l'instant, par exemple, pour justement, elles, trouver l'équilibre, elles être en paix. Et comment ça se passe, cet accompagnement? Et donc aussi que l'enfant le soit.
Comment ça se passe? Ça va se passer par des rendez-vous généralement mensuels, où durant ces séances, on va échanger ensemble, déjà sur leur état général, et puis moi je vais aller voir en elles, je veux dire ça comme ça, dans leur système énergétique, où sont encore les problématiques, s'il y en a. Si entre deux séances, elles ont connu, je sais pas moi, un événement négatif, on va essayer de le dissoudre immédiatement pour pas que l'enfant le subisse. On va essayer d'aller régler des problématiques qui sont propres à la mère, mais qu'elle pourrait transmettre à l'enfant. Bon, on a tous un traumatisme qu'un de nos parents nous a transmis. Hein. La psychologie le prouve, la génétique le prouve aussi. La génétique un peu de moins en moins, vu que et l'épigénétique qui prend de la place. Mais c'est vrai. On voit que notre environnement va nous influencer, notre histoire familiale va nous influencer. Moi, je vais même aller plus loin, ça va peut-être faire sourire ou grincer des dents. Nos vies antérieures vont nous influencer aussi. Les vies antérieures, ça c'est quelque chose auquel moi j'ai un petit truc à dire quand même. Okay. C'est marrant comme tout le monde a été Napoléon. Il y a eu beaucoup de Napoléon ou Cléopâtre. Ouais. Voilà. Ah, on dit on est rarement des boueurs ou un bourreau. C'est drôle quoi. Ça c'est de l'ego souvent, et puis les gens soit ils s'autoproclament Napoléon parce que c'est mieux que d'être le valet. Le valet ou le soldat de base. Le ramasse-crotte. Et puis les gens qui souvent vont vous dire ah oui mais moi je peux voir des vies antérieures. Forcément ils vont souvent vous donner une vie un peu clinquante parce que on préfère être Napoléon prince ou reine. Chef d'État, objectivement, il y a pas beaucoup de princes, il y a pas beaucoup de chefs de guerre, il y a pas beaucoup de princesses, etc. Donc il faut aussi accepter qu'on a pu être un escargot dans une autre vie, et il y a pas de, ça peut être très bien une vie d'escargot. Mais les vies antérieures, a aussi une influence sur notre présent, et donc si on est enceinte, sur notre enfant à venir. Comment ça se passe si par exemple tu te présentes dans une maison pour la nettoyer? Comment ça se passe? Alors généralement, quand on a fixé le rendez-vous, j'ai déjà une espèce de mini CV de la maison que je vais recevoir, donc je sais déjà plus ou moins à quoi m'attendre. Alors il m'arrive de nettoyer des maisons à distance, donc j'explique même aux gens. À distance? Ouais, donc j'arrive à expliquer aux gens comment est leur maison, donc je peux te décrire ta maison. Tu rentres, vas-y, dis-moi. Tu rentres à gauche, tu as telle pièce, etc., etc. Mais tu peux le faire avec moi là? J'aime pas faire des trucs perso qui vont être écoutés. On le fera en off. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que on peut le faire à distance, ou si je vais dans la maison. Quand je vais rentrer, en fait, moi, je ressens les choses. Donc, je vais rentrer dans la maison, je vais directement avoir la trame de fond de la maison. Ok, c'est une bonne maison ou c'est une mauvaise maison. C'est une maison avec de l'amour, c'est une maison avec de la violence. C'est une maison humide ou c'est une maison bien construite. Prenons un exemple concret, de quelque chose de mémorable. Une histoire mémorable, t'as été nettoyer une maison et ça t'a marqué. Pourquoi? C'était dans le nord de la France, en automne. Et j'ai une connaissance qui me dit que son beau-père est mort dans la maison et que depuis il se passe des choses très très bizarres dans la maison et qu'il aimerait bien que je vienne et que toute la famille aimerait que je vienne parce qu'ils ont tellement eu peur de tout ce qui s'était passé dans la maison qu'ils ont déménagé et ils sont tous en train de squatter chez lui. Donc lui était un petit peu embêté d'avoir sa belle-mère, son beau-frère, sa belle-sœur, les deux enfants de son beau-frère et sa belle-sœur chez lui. On peut comprendre. Donc il me dit il faut que tu me règles ça parce que je les aime bien mais je peux pas vivre avec eux comme ça de vitam aeternam. Donc on va dans cette maison, c'était dans le nord de la France, des maisons de corons comme ça. Donc tu vois là où il y a des longues rues avec toutes les maisons qui se ressemblent, il y a juste une porte et une fenêtre. C'est joyeux. Oui, c'est pas très beau, c'est en plus on veut pas le juger hein. Non, mais c'est pas très gai. Le temps n'était pas beau en plus, donc on aurait pu faire un film quoi. Ouais. Donc je rentre dans cette maison et là je vois la maison est encore meublée, je vois dans le fauteuil quelqu'un. Et donc il y a la mère, la grand-mère, le beau-fils, la fille, le deuxième beau-fils qui m'accompagne. On est 4 dans la maison, plus moi ça. Et je vois dans le fauteuil, je fais, tiens, si vous voulez parler, il y a votre papa qui est là. Donc le monsieur qui était mort. Ouais, là déjà, tu vois, je pense que tu peux avoir la chair de poule quand on te dit ça et que ton papa n'est plus là. Hein. Et je leur dis, il s'appelle Jean-Marie. Et là, t'as tout le monde qui se met à pleurer en me disant, oui, notre père ou notre beau-père s'appelait Jean-Marie. Je fais, il est là. Et moi, pour moi, c'est normal. Enfin, je le vois comme je les vois. Donc, il est là, il s'appelle Jean-Marie. Discuter avec lui. Moi, je vais faire le tour de la maison, voir ce qui va pas. Je fais le tour. La maison, c'est sur 3 étages. Assez glauque, drôle d'ambiance, drôle d'énergie, etc. Puis je redescends et je dis, mais c'est passé quoi exactement ici, quoi? Parce que c'est vraiment très, très chargé. Et là, ils me disent que 4 nuits avant que le papa décède d'une espèce d'arrêt cardiaque, je sais plus trop quoi, mais maladie, il est mort instantanément quasiment. À 4 heures du matin, la sonnette de la porte d'entrée s'est mise à retentir. Donc le beau-fils qui habitait là est descendu, a ouvert la porte, personne. Mais bon, c'est une énorme rue. Donc on peut pas se sauver, on peut pas s'amuser à sonner à la porte et partir, il l'aurait vu. Il venait un voisin.
Bon, il va se recoucher. Le lendemain, rebelote, à 4 heures du matin, ça ressonne. Il redescend, personne. Bon, le 3e jour, il se met qu'un bâton à la porte à 4h moins 5 en disant « le petit comique va sonner, je vais ouvrir la porte et je vais lui régler son compte. » À 4 heures, on sonne, il ouvre la porte, personne. Et le 4e jour, 4 heures du matin, il y a un énorme dictionnaire qui tombe comme d'une étagère. Le père se réveille et meurt dans son lit. Ils appellent le voisin qui est pompier secouriste, qui vient, qui essaye de faire les gestes de secours. Trop tard, il est mort. Donc il m'appelle, il me dit voilà, il s'est passé ça, le livre est tombé, la sonnette. Mais comment ils savent pour le livre? Parce que le dictionnaire était sur le sol juste avant que le père ne meure, quoi. Et c'était, je l'ai vu, c'était le gros Larousse, bien. Voilà. Et moi, je refais le tour de la maison. Effectivement, dans la bibliothèque, il y avait un truc qui m'avait choqué quand j'avais fait mon tour préliminaire. C'était la bibliothèque et ce livre. Je me dis bon, un dictionnaire. Je dis ce dictionnaire qui est tombé. Oui, c'est lui qui est tombé. Je fais ouais, il a un truc bizarre. Et dans la maison, il y avait plein de choses comme ça bizarres. Il y avait une statue qui était un peu habitée quand on passait devant, elle nous regardait littéralement. Puis je dis c'est quoi cette statue? Et la fille me dit cette statue a été offerte par mon ex. Il me l'a offert quand je l'ai quitté. Il m'a offert une statue pour mon emménagement avec mon nouveau mec. C'est comme bizarre, quoi. Enfin, offrir un cadeau à son ex qui te quitte pour un autre. En fait, cette statue était vraiment envoûtée, maraboutée, maléfique, quoi. Et elle avait créé une ambiance négative dans toute la maison. Et puis, il y a ce fameux Jean-Marie qui est à côté de moi. Et je lui dis bon, écoute, il serait peut-être temps, c'est de partir. Tu es décédé, tu étais enterré, donc il était déjà enterré à l'époque. Va dans le monde des morts, quoi. Donc je demande à la famille si je peux me permettre de le faire. Oui, bien sûr, Ludovic, il faut l'aider à repartir vers la lumière. Donc on se met dans la pièce de devant, qui était une salle à manger, et je lui parle, je dis écoute, voilà, tu es décédé, toi ta famille est triste, je vais m'occuper de la maison, parce qu'effectivement, j'ai compris pourquoi il y a eu toutes ces choses qui se sont manifestées, je vais nettoyer la maison, la réharmoniser énergétiquement, ta famille sera bien, tu peux partir. Et là, Jean-Marie me dit, je ne partirai pas tant que mon frère ne sera pas venu s'excuser. Donc là, je dis, je connais pas la famille, donc je retourne à l'arrière de la maison, je dis, est-ce qu'il a un frère? Là, t'as tout le monde qui se remet à pleurer, oui, c'est tonton, je sais pas, René. C'est quoi l'histoire? Ils se sont disputés il y a 15 ans pour une histoire d'héritage, d'une prairie, etc. Et ils ne se parlent plus. Alors je leur dis, voilà, tant que tonton René ne sera pas venu s'excuser auprès de son frère, il ne veut pas partir. Ils ont besoin d'avoir un au revoir, quoi. Une fin paisible. Voilà. Et donc, le frère est venu dans la maison, à parler, dans le vide, pour lui, mais face à son frère, s'est excusé, ils ont fait la paix, et Jean-Marie est parti dans la lumière. La maison est redevenue beaucoup plus calme. On a fermé la porte, tout le monde était dans la voiture, c'était assez marrant, parce qu'on n'a toujours pas l'explication. Le beau-fils coupe le compteur électrique qui était juste à l'entrée de la porte, donc le levier du compteur est coupé, il y a plus d'électricité dans la maison, on ferme la porte. Ils remontent dans la voiture, je leur dis, je vais faire une dernière chose sur la maison, je vais la bénir quelque part. Là, je fais un petit rituel pour bénir la maison. Et là, tu me croiras ou pas, à 2 reprises, il y a 2 flashs de lumière. Toute la maison s'est éclairée à 2 fois. Paf, paf. Moi, j'ai eu un petit peu les jetons. Je t'avoue, je me dis, on a coupé le compteur. En pleine journée? En pleine nuit, c'était la nuit. Ah, pardon, en pleine nuit. Enfin, en pleine nuit, c'était 7h, 8h du soir, mais il faisait noir, c'était l'hiver. Je remonte dans la voiture, je vois tout le monde en train de trembler dans la voiture. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as vu la lumière dans la maison? Je fais, non, j'ai rien vu. Si, il y a le beau-fils. Mais moi, j'ai coupé le compteur. T'as oublié de couper le compteur, il y a eu un court-circuit, quelque chose. Donc il ressort, il va vérifier la maison, le compteur était bien coupé. Le lendemain, quand ils sont retournés dans la journée, toute l'électricité de la maison avait sauté. Donc ils ont tout refait, ils ont remis la maison à neuf, et ils l'ont vendue, parce qu'après tout ça, ils n'ont plus voulu y vivre, évidemment. Et ils ont transmis leurs problèmes à quelqu'un d'autre. Bravo, les gars! La maison a été nettoyée, donc il n'y a plus de problème maintenant. J'ai quand même pris soin de me renseigner. Mais voilà, ça c'était une histoire un peu étrange et inhabituelle qui s'est passée dans le nord de la France. Ah là là, ça c'est pas cool quand même à vivre comme expérience. Bon, après il y a des expériences bien plus sympathiques et moins traumatisantes. Je sais pas, un esprit qui t'apporte un chocolat chaud au lit, ça va. Mais s'il fait tomber des livres, on va pas s'entendre. Après il y a des esprits dans un lieu qui peuvent justement protéger ta maison, être un peu le gardien. Ah. On voit ça aussi beaucoup dans le jardin. J'ai encore une expérience il y a 2 jours. Tu peux justement, en mettant de l'amour dans ce que tu fais, attirer des esprits, alors qu'ils sont peut-être pas humains, ce seraient plutôt des esprits de la nature, qui vont venir t'aider et t'accompagner justement dans ton travail du jardin, dans le fait que le jardin soit plus harmonieux énergétiquement, et ça se ressent. Il y a des lieux comme ça plus vivants que d'autres, même visuellement. Bien et souvent sûr. Dans ces lieux, il va y avoir justement des esprits, des forces qui vont justement nourrir le lieu, le maintenir aussi.